Du coup, oui, c'est une série de 7 questions. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter un peu vos engagements, qui vous êtes? Oui, alors je suis Aziz Salmon Fall, membre du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. J'ai des parents sénégalais et égyptiens. On est là à Dakar, c'est la terre de ma naissance. Et je m'occupe un peu de panafricanisme la plupart du temps. Super. On vient d'arriver ici à Dakar, on a été très très bien accueillis par les Sénégalais et on voulait savoir quel est l'état actuel, donc quelle analyse vous donnez de l'état actuel du pays. Alors le pays vit une crise à différents niveaux. D'abord c'est la période préélectorale et donc il y a une grande agitation qui a été principalement motivée par la confrontation entre une formation politique, le PASTEF, et la coalition au pouvoir. Mais en même temps qui a été exacerbée par la crise à l'instar du reste du monde sur la situation économique, les effets de la pandémie, les frustrations dues aux restrictions, mais aussi par les problèmes de sous-développement et de redistribution. Cette crise a rappelé la fragilité du modèle démocratique sénégalais qui paraît comme une sorte d'exception dans la sous-région, mais qui est plutôt le fait d'un modèle néocolonial de croissance, plus ancien que les autres pays africains, puisque le Sénégal a participé à l'édifice colonial, peut-être même avant, disons, à l'état d'empire français. Et donc, il y a effectivement un modèle qui a servi le processus institutionnel, et ce modèle-là s'est effrité, d'abord par un hyper-présidentialisme, mais aussi par le mode néocolonial de croissance qui était basé principalement sur l'arachide qui s'est effondré, qui a été remplacé dans l'épisode néolibéral par l'économie du conteneur, donc une économie mercantile du négoce, qui a profité à certains individus, enrichi beaucoup, et en même temps, concomitant à cela, il y a une culture religieuse confrérique très forte, très dynamique, qui elle-même est rentrée dans l'économie de négoce. Et donc tout cela a donné une situation extrêmement volatile. Et ce parti, qui est un parti qui a pu rafler autant chez les technocrates, chez les populistes que même certaines des forces de gauche, a été repris par beaucoup de jeunes à gauche comme étant une alternative. Et ça vient du fait que les forces de gauche elles-mêmes se sont effondrées, soit par compromission avec l'alliage qui a amené au pouvoir les libéraux, soit parce qu'ils sont restés en rade, marginalisés par la société dans la période de dépolitisation et de néolibéralisme. Donc, c'est ce mélange qui a amené cette situation délétère, où il y a eu des émeutes qui ont pris à partie les lieux de prospérité, les magasins, mais aussi, par exemple, les symboles de la France, et une tactique insurrectionnelle par ce parti-là, qui pensait que le pouvoir était vulnérable et qui a attaqué à partir des questions de mœurs, des questions carrément de droit, attaquer l'État et la République. Et l'État et la République, déjà autoritaires, a riposté, et là on a plus de 1000 personnes en prison, et le principal leader a été lui-même arrêté, il a essayé d'aller vers une grève de la faim. Pour nous, en fait, nous avons lancé depuis un an le mouvement Scène Égalité, qui est un mouvement qui vise à rassembler la gauche. J'ai déjà fait un premier épisode il y a quelques années, ce qu'on appelait le mouvement des assises de la gauche, qui n'avait pas vraiment fonctionné, mais qui avait permis ce qu'on a appelé les rencontres de la gauche historique, et ensuite, subséquemment, qui a permis la cristallisation de quelques-uns partis dans ce qui est devenu Benno, qui est quand même l'alliance de gauche qui a permis de faire venir les libéraux au pouvoir. Et donc là, nous récidivons avec un document qui s'appelle Scène égale, Scène égalité, qui est la plateforme progressiste panafricaine, et dans laquelle on essaie de mettre l'emphase sur ce qui nous semble être les enjeux fondamentaux des inégalités. D'abord, comment redresser l'égalité au niveau de notre nation, comme État-nation qui a le droit d'avoir un développement autocentré, souverain, donc c'est un droit qui n'est toujours pas reconnu d'être un pays avancé au développement. L'égalité des droits humains, qui existe dans les textes, mais malheureusement, dans la plupart des éléments, c'est ça qu'il faut redresser, les besoins essentiels d'abord. L'égalité au niveau de l'homme et de la femme, qui est vraiment la question centrale. Si aujourd'hui un point de bascule du développement dans ce pays en faveur des femmes, le développement va probablement arriver.
l'égalité dans la nature, parce que pour nous, nous considérons qu'en fait, cette égalité dans la nature, elle est centrale. On n'est pas l'élément qui doit maîtriser la nature, nous devons vivre en symbiose et retrouver nos africanités, nos forces vitales. Et l'équilibre dans les régions, puisque Dakar concentre tout, tout est extraverti vers Dakar et vers l'extérieur. Il faut se tourner vers l'Afrique et mettre nos régions en processus d'évolution, de développement. Et finalement, l'égalité de la jeunesse, car l'essentiel de la population est jeune, elle n'a pas droit à décider sur ce qui est son avenir. Et donc ce sont ces inégalités qu'on veut d'abord neutraliser. Et tout cela est articulé sur la question de la maîtrise de notre autosuffisance alimentaire, de notre énergie. Donc ici on parle du gaz, du pétrole, mais aussi de toutes les sources d'énergie renouvelable, de notre eau et toute la matrice, vous le verrez peut-être sur le poster plus tard, tout ce système est basé sur la maîtrise de l'eau. Et c'est cette maîtrise de l'eau comme bien commun, bien vital, qui en fait articule tout le projet de développement et ensuite sur l'équilibre géopolitique dans la sous-région, notre capacité de nous défendre contre l'impérialisme et de construire le panafricanisme avec les autres États qui emprunteraient des modèles similaires aux nôtres. Donc pour nous en tout cas, ce n'est pas une troisième voie, c'est carrément une option qui est offerte. Et donc on a gracieusement offert cela à toutes les forces dites progressistes au Sénégal en prévision de 2024. Il y a plus d'une quarantaine déjà de candidats, mais à gauche, il y en a peut-être 5 ou 6. Et donc ce que nous espérons, c'est qu'en utilisant cela, ils vont peut-être accepter d'aller vers une course au leadership pour qu'on ait au moins une candidature progressiste, si c'est possible que les gens se rallient et qu'on puisse gouverner ensemble. Vous avez répondu à pas mal de questions que j'allais vous poser, mais du coup j'ai une question par rapport à la place centrale des jeunes. Quelles sont leurs attentes principalement? Parce que j'ai entendu qu'au sein de votre parti, ce que vous essayez de mettre en place, la place des jeunes aussi a une place. Qu'attendent les jeunes? Et également aussi, quelle place a la jeunesse pour l'avenir du pays, selon vous? Alors, bien préciser, hein, nous n'avons pas de parti, nous avons une plateforme à laquelle on souhaite que les partis adhèrent. Les jeunes, en fait, c'est un peu un phénomène mondial. Les jeunes ont une capacité d'indignation, de frustration. Ils refusent la verticalité des organisations, repugnent à rentrer dans les organisations, sont aussi devant une forme de crise d'autorité, donc tous les éléments qui semblent correspondre à l'autorité de l'État, l'autorité parentale, ils sont déjà en contradiction avec cela. Mais le plus grave, je crois, c'est le fait qu'ils ont été dépolitisés dans l'ère néolibérale massivement et beaucoup succombent aux diversions diverses, hein, que ce soit par le sport ou par voilà, la culture. C'est évidemment des choses positives, mais tout le monde ne peut pas être artiste, tout le monde ne peut pas être sportif. Et donc, ces hégémonies sont faites exprès pour en fait orienter et manipuler ces jeunes. Une autre partie est frappée par le culturalisme ethnique ou le culturalisme religieux, donc le retour à des fondamentaux religieux. Et finalement, il reste une partie dite conscience, en fait celle qui nous intéresse le plus, la jeunesse consciente, qui prend conscience effectivement qu'il y a un rapport de force qui doit changer, qu'elle doit absolument veiller à sa sortie de crise, que la perspective panafricaine est possible, qui reprend confiance en elle. Et donc, c'est sûr que cette jeunesse, quand on l'oppose à celle qui désespérément cherche à aller vers les pôles de prospérité, les archipels de prospérité à travers le désert ou par les mers, et qui sont désespérés parce qu'il n'y a pas de projet de société. Donc pour nous, cette jeunesse, elle est extrêmement complexe et sans vouloir capturer un pan, nous savons qu'il faut qu'on l'éduque. Il faut qu'elle ait accès au mécanisme de compréhension de la complexité parce qu'on lui lègue un avenir extrêmement complexe, je dirais qu'on lui emprunte un avenir en fait, et sa responsabilité historique, elle est importante. Mais ce n'est pas seulement un problème de génération. Je crois que nous sommes tous dans le même bateau. Que ceux qui doivent transmettre, voilà, qui sont encore jeunes de tête, qui sont capables de continuer, doivent accompagner ces jeunes, les encadrer, leur fournir les outils, mais leur laisser leur agentivité. Et il faut que ces jeunes prennent confiance que quand même on ne réinvente pas la rue, il faut qu'ils étudient les formes de la complexité scientifique, il faut qu'ils comprennent les moyens politiques, quels sont les outils politiques pour changer, il faut qu'ils acceptent de s'organiser tactiquement, éviter de se faire voilà, manipuler. Ok, est-ce que vous avez des pronostics pour les élections 2024? Oui, je vais gagner. J'ai aucun pronostic, c'est extrêmement complexe.
Moi, je ne me suis pas présenté, donc on propose aux forces de le faire. Il y a beaucoup de gens qui nous poussent à faire ça. Ce serait une folie, ça demande des moyens colossaux, ça demande une culture et un pays ouvert aux valeurs que nous proposons. Je ne crois pas que le pays soit, pour l'instant, c'est un peu comme l'Afrique, pas complètement prête à relever le défi du panafricanisme autocentré et internationaliste, mais c'est un processus. Peut-être qu'il y a des accélérations. Nous sommes aujourd'hui dans une tectonique de plaques où les choses sont en train de bouger. Le parti au pouvoir lui-même n'a pas encore désigné son candidat. Dans ses alliés, il y en a au moins 2-3. Comme je vous ai dit, il y a déjà pratiquement une cinquantaine de personnes qui vont se lancer. La question, c'est d'abord, est-ce qu'il va y avoir même des élections? Beaucoup de gens ne veulent pas qu'elles se tiennent. Vous avez vu la volatilité du dispositif dans la sous-région, qui est aujourd'hui quelque chose qu'il faut analyser. Pour moi, les micronations ne sont pas suffisantes. Il faut vraiment qu'on regarde le big picture, qu'on voit vraiment le tableau général. Et sur cette question, le Mali, pour moi, est stratégique. Ce qui se passe au Burkina est stratégique. Nous avons lutté, que ce soit dans l'affaire Sankara, pour faire tomber ce régime-là, qui est le régime comparé, qui a une grande capacité de nuisance. Ils sont toujours là, ils sont soutenus par les financiers à Abidjan. Il y a une Afrique qui est en train de bouger. Et donc, les pronostics pour nous, c'est que ceux qui gagnent doivent faire partie de ceux qui ont la solution et non pas de la reproduction de l'ordre ancien. Donc, on va vers une nouvelle Afrique. Et c'est une nouvelle Afrique dans laquelle les jeunes doivent apporter leur contribution. C'est eux qui sont le carburant, c'est eux qui doivent faire le processus de décision. Et j'ose espérer en tout cas qu'il va y avoir des changements vers ça. Donc, si le Burkina, le Mali, le Niger et la Guinée aujourd'hui par exemple faisaient jonction, vous avez un pays beaucoup plus viable que le Nigeria. Mais il n'y a pas besoin que ce soit par des militaires. Si les autres veulent leur faire la guerre et rentrer dans un processus d'implosion militarisée, l'Afrique à ce moment rentre en phase de régression. Okay. Vous avez lutté en Afrique du Sud contre l'apartheid, également au Burkina Faso pour la justice pour Thomas Sankara, et ici également. De quelle façon vous voyez le panafricanisme comme solution? Et une autre question également, c'est est-ce que vous voyez un nouvel élan de panafricanisme ou de panafrique 2.0 aujourd'hui? Bon, alors moi j'appelle mon projet le panafricentrage, c'est-à-dire que je vois qu'il y a une floraison de modèles panafricains. Le panafricanisme lui-même est né en diaspora, il a eu la chance de s'enraciner comme une idéologie. Comme tous les ismes, il s'agit quand même d'une vision du monde, donc quelque chose qu'on cherche à atteindre. Il y a des panafricains qui considèrent qu'on va faire l'État confédéral, mais sans les pays du Maghreb. D'autres qui disent non, c'est juste un truc de noir. Donc vous avez toutes sortes de thèses. Il y a des gens qui disent c'est l'Afrique capitaliste. Moi je propose le panafricentrage, c'est-à-dire un modèle fédéral panafricain basé sur une africanité qui est recouvrée. Donc comprendre ce qu'est la maths, en fait, les éléments de l'intégrité, comprendre c'est quoi la culture Ubuntu, comprendre ce qui fait notre africanité, mais tourner vers l'internationalisme et dans une rupture avec le capitalisme dominant. Parce que ce qui est le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un capitalisme dominant qui a provoqué la colonialité, le colonialisme et le néocolonialisme. Il faut pouvoir rompre cela, compter sur nos propres forces, créer un système de développement autocentré où on maîtrise notre accumulation, notre autosuffisance alimentaire, notre monnaie commune, notre armée commune, notre circulation, une éducation, une capacité de pouvoir parler une langue commune, etc. Donc, pour ça, il y a vraiment un élan et une possibilité de le faire. Maintenant, c'est une aspiration. Il y a des gens qui considèrent que, bon, tout ça s'est dépassé. Moi, je considère que ce n'est qu'une portion vers l'internationalisme. Et cet internationalisme lui-même, je le vois dans une perspective trans-internationaliste. Donc, c'est des concepts que j'essaie d'expliquer, mais qui montrent que l'humanité, si je pouvais donner un mot, en fait, ce que les êtres humains devraient faire, c'est le mondisme. D'accord? C'est que nous soyons des terriens responsables de cette planète extrêmement fragile, dans laquelle l'Afrique a donné à l'humanité son existence, et que les gens doivent se rendre compte que cette Afrique doit faire partie d'une mondialisation de façon équitable, non pas l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources telles que le veut l'impérialisme, mais un continent jeune dont le taux démographique pourrait se réduire si le niveau de vie augmente, où les femmes pourront accéder au pouvoir comme les hommes. Et donc vraiment, c'est une autre Afrique que nous proposons. C'est une Afrique qui est en rupture avec l'ordre néocolonial, une Afrique qui a compris
que c'est elle qui a inventé Dieu, qui a inventé les religions, qui a littéralement permis à l'humanité de proliférer sur le globe, et qui montre qu'il n'y a qu'une seule race, c'est une race humaine qui est née en Afrique accidentellement par sélection et adaptation. Et donc ce type de projet, qui est un projet humaniste ouvert, internationaliste, qui accepte la xénophilie, qui accepte que les Africains se mélangent. Mes parents y croyaient déjà. Donc moi, biologiquement, je suis le fils d'un Sénégalais, d'une Égyptienne. Ce Sénégalais a choisi d'être Congolais. Il a été naturalisé, il est devenu l'ami de Patrice Lumumba, il s'est retrouvé au Caire, et quand on a assassiné son ami, c'est lui qui a exfiltré Pauline Lumumba et ses enfants en Égypte. Donc c'est des gens qui déjà avaient ces croyances. Donc c'est pas nous. Nous sommes déjà des gens qui croyons à cela. Nous savons que c'est possible. Il y a aussi cette portion de jeunes qui sont en diaspora, qui vivent leur africanité plus grande que s'ils étaient en Afrique. Et donc la diaspora permet aussi de chérir et de protéger cette chose-là. Il y a des gens qui ne sont pas africains, qui sont européens, mais qui vivent leur africanité. Et ces gens-là, il faut les accueillir. Il faut penser à tous les gens qui sont en diaspora, qui sont là depuis plusieurs générations, les Brésiliens, les Haïtiens. Mais ces gens-là, ils sont ici chez eux, il faut leur faire une place. Les Africains américains des États-Unis, ils ont leur place. Ceux qui veulent revenir en Afrique ou qui veulent avoir la binationalité, qui veulent aider à construire, dans l'Afrique à laquelle nous rêvons, oui, cela est possible. C'est pour ça que nous proposons le panafrique central comme rupture stratégique dans le panafricanisme. Donc ce n'est pas seulement l'idéalisme du panafricanisme, c'est un projet de société, un développement autocentré panafricain. Donc c'est pour ça que j'ai mêlé les deux mots pour expliquer ce que c'était. Dernière question, vous parlez de diaspora, alors quelle est la responsabilité de la diaspora envers l'Afrique selon vous? C'est des responsabilités à deux côtés. L'Afrique a des responsabilités de sa diaspora, l'Afrique doit veiller à sa diaspora. La diaspora existe parce que l'Afrique n'a pas été capable de les retenir, soit accidentellement parce qu'on les a volés pour les amener ailleurs, soit parce que les modes de développement dans le pays font que les jeunes et les moins jeunes, ceux qui ont les cerveaux comme on les appelle, partent. Et donc l'Afrique a la responsabilité de reprendre ces diasporas, ou en tout cas de trouver des processus entre le brain gain et le brain drain. Donc les deux doivent être réfléchis. Et donc c'est sûr que ceux qui sont dehors et qui sont dans les positions privilégiées, qui peuvent réinvestir, donner du savoir, doivent apporter leur contribution. Mais en fait, la grande majorité de nos gens, ils triment, ils souffrent à l'extérieur. La grande majorité des Africains en diaspora souffrent. Ils ne le disent peut-être pas aux gens. Ils souffrent pour payer des salaires, et payer des familles qui sont restées à l'arrière, ou même subsister et survivre dans les sociétés où on les exploite, où on les opprime. Et la condition noire dans tout l'Occident est une condition effroyable pour la plupart des gens. Donc ceux qui sont à l'aise, ceux qui ont eu la chance d'être dans les positions privilégiées, ont un devoir vis-à-vis de l'Afrique. Mais comme je dis, c'est à l'Afrique de veiller à ces diasporas. Et non le contraire, c'est à l'Afrique de s'assurer que nous ayons une utilisation, que nous ayons moins de brain drain, de fuite de cerveau, d'organiser les choses pour qu'on ait plutôt des brain gain et qu'on puisse développer le continent. Ok, merci beaucoup pour la réponse.